Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oh oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Gavin Clémenté-Ruiz, notre globe-trotteur de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au XVe siècle, en plein cœur de Venise, pour découvrir un étrange palais qui a la fâcheuse habitude de tuer ses occupants. Le palais Cadario. Exactement. Tout commence au XVe siècle, Stéphane. On est dans le quartier de Dorsoduro. C'est au bord du Grand Canal. Quand on voit le bâtiment comme ça, il est beau, il est vu de l'eau. On dirait que tout va bien. C'est un palais parmi les autres palais avec une façade asymétrique, du marbre, Venise, quoi. Il a été construit par l'architecte Pietro Lombardo pour l'ambassadeur de Venise à Constantinople, qui s'appelait Giovanni Dario, d'où son nom, Palais Dario, ou Cadario, comme on dit à Venise, du nom de son propriétaire. Mais alors, le problème vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. En effet, tout commence avec le décès de Dario, le propriétaire, puis de sa fille. Elle se suicide parce que son mari, Vincenzo Barbaro, a fait faillite, et comme si cela ne suffisait pas, parce qu'elle a été poignardée. Les mauvaises langues disent aussi que Vincenzo Barbaro a tenté de tuer sa femme pour hériter du palais. Dans tous les cas, on va dire que la machine à malheur semble bien enclenchée, et quelque temps après, en Crète, un descendant de cette famille Barbaro meurt lui aussi dans d'atroces souffrances. Oui, enfin jusque-là, ça ressemble à un mauvais concours de circonstances. Oui, mais attendez, la suite est pas mal non plus. Alors, la famille Barbaro, elle a été propriétaire du palais jusqu'au début du 19e siècle. Elle le vend à un certain Arbit Ardol, c'est un diamantaire arménien, qui a fait faillite, lui aussi, juste après avoir possédé le palais, et qui va mourir ruiné. Il va vendre le palais à son tour à un certain Randon Brown, scientifique de son état, qui le revend 4 ans après, parce qu'il a fait faillite, lui aussi. Il se suicide, comme son amant. Bon, c'est fini là. Non, c'est là que ça devient encore plus drôle. Après la Seconde Guerre mondiale, Charles Bridges, un autre propriétaire du palais, doit fuir Venise en raison de révélations liées à son homosexualité. Il file retrouver son amant au Mexique, et qu'est-ce qui se passe ? Il se suicide à son tour. Ça fait quand même beaucoup, non ? Oui, là, ça fait vraiment, concours de circonstances. Non, c'est pas fini. En 64, un ténor s'apprête à signer l'acte d'achat du palais et il a un accident juste avant et il se blesse grièvement. Idem avec le comte d'Eleland, c'est qui a été tué, lui, dans le palais. Alors, je vous passe les détails des morts qui entourent la vie de ce palais. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et progressivement, on donne à ce palais le surnom de palais qui tue. C'est bien vendeur, ça, comme annonce immobilière. À vendre, un palais qui tue. Ouais, et le palais va rester quelque temps sans propriétaire après la mort en 93 du dernier occupant des lieux. On raconte même, en fait, que Woody Allen, qui venait souvent à Venise à la fin des années 90, a pensé un temps à le racheter. Et quand il a vu, et quand il a lu, et quand il a appris tous ces morts et ces faillites liées de près ou de loin au palais, il a renoncé et je crois qu'il a eu raison. Ah oui, ça lui a porté bonheur. Mais la malédiction a continué depuis ? Carrément. En 2002, John Entwistle, qui est le batteur des Who, il a loué le palais une semaine pendant ses vacances et devinez ce qui lui est arrivé une semaine plus tard. Il est mort ? Ouais. Non, c'est vraiment affreux. Ouais, bon, je vous rassure quand même. Il y a des gens qui l'ont approché, qui l'ont même peint. Je pense qu'il y a un très joli tableau de Claude Monet. Il ne lui est rien arrivé. Enfin bon, pas que je sache. Mais avouez que c'est quand même troublant. Mais est-ce qu'on sait à quoi c'est dû ? Il y a peut-être une explication rationnelle ou c'est paranormal ? Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Celle qui est le plus souvent avancée, c'est que le palais aurait été construit sur un ancien cimetière de Templiers et qui souhaiterait se rappeler au bon souvenir des vivants. Alors, il y a aussi des mots qui sont gravés sur la devanture et qui rendent hommage au premier propriétaire, Urbis Genio Ioannes Darius, qui serait l'anagramme en latin de « celui qui habitera ces lieux ira à sa ruine ». Oui, c'est pas très engageant. Non, à tel point qu'on ne sait pas aujourd'hui qui est l'actuel propriétaire des lieux. Alors, on a dit que c'était une entreprise américaine, peut-être, on ne sait pas, mais en effet, vaut mieux pas. En tout cas, ils ont raison de ne rien dire. Avec tout ce que vous nous avez raconté sur ce palais du XVe siècle à Venise, mieux vaut rester discret. Mes aïeux, quelle époque! Merci beaucoup, Gavin. Allez, dans un instant, c'est le début de la fin ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et ses mascottes. Et juste avant, ça fait plaisir de les entendre. Non, ce n'est pas le retour des experts, ce sont les Who. Voici Who Are You sur Europe 1.